énergie pour l'Afrique de M. Jean-Louis Borloo, ancien ministre d'État français, est organisé, Mme Massina l'a dit tout à l'heure, par la Société d'énergie, le Club Convergence Plurielle et un partenariat avec la société Eiffage. M. Yves Diego, ancien ministre de la République française et député du 3e arrondissement de la ville de Paris, nous présentera les orientations, les enjeux et les perspectives d'action concrète du projet Lumière pour tous de la Fondation Énergie pour l'Afrique. Je voudrais tout simplement préciser que cet événement n'aurait pu être possible sans le soutien financier de nos amis Eiffage, représentés ici par la directrice Énergie de Paris et par M. Gérard Sénac, directeur général d'Eiffage Sénégal. Je leur exprime au nom de tous notre profonde gratitude. Notre gratitude s'étend à tous ceux qui ont aussi mis leur talent et leurs compétences pour permettre dans les délais très courts la réalisation de cet événement. Cet événement revêt pour nous, Convergence Plurielle, une particularité parce qu'il se déroule le 3 octobre de l'an 2015, le jour anniversaire du Club Convergence Plurielle. Nous sommes nés il y a exactement 5 ans. C'est un instrument au service de la réflexion. Un club qui se définit comme une force de proposition et d'initiative et qui particulièrement est un lieu de mutualisation de compétences diverses et complémentaires. Du fait de son ambition, nous avons décidé avec vous, nous avions l'intention d'inviter tout le monde à la perspective de la COP21 et dans la perspective très proche donc, de cette conférence des 5 et 6, d'inviter tout le monde à travailler avec nous sur comment mobiliser et énoncer des solutions pérennes aux problèmes qui nous interpellent au plus haut niveau et qui nous projettent dans des défis majeurs auxquels nous devons faire face. Travailler sur la base de ceci. Comment faire face aux profondes mutations qui s'opèrent dans le monde au plan climatique et de la préservation de notre milieu de vie? Comment faire pour assumer notre destin au cours des prochaines décennies et basculer dans l'émergence économique et sociale, mais aussi saisir l'opportunité de la COP21 pour voir quelle attitude avoir face à un système international de plus en plus inadapté à la dimension mondiale des problèmes, aux aspirations de nouveaux États et aux besoins des peuples. Une fois le devoir d'inventaire satisfait, les solutions suggérées, nous veillerons ensemble à ce qu'elles soient injectées dans le circuit des champs publics et privés. Mesdames et messieurs, avant-hier, nous avons vu la naissance d'un cyclone à partir de la pointe de Treli qui a ravagé une partie de la côte des Almadies et qui a fait un retour à partir du port. Les photos sont là. Nous vivons de plus en plus tous les ans d'énormes problèmes sur nos côtes, des zones de Tiaroy, de Barnier, de Copenhague, pour ne pas revenir sur le reste. C'était tout juste pour dire que les signaux sont là, mais les signaux sont aussi optimistes, parce que M. Jean-Louis Borloo a l'habitude de dire que l'Afrique pourrait être la chance du monde. J'y crois parce qu'il confirme le propos d'un homme de science que nous connaissons tous, le professeur Cheikh Anta Diop, qui disait dans ses écrits que le 21e siècle serait le siècle de l'Afrique. Alors je voudrais inviter tout le monde, tous ceux qui sont ici présents, tous ceux qui seront présents les 5 et 6, à faire de sorte qu'une seule idée triomphe. Cette idée, elle est bonne, elle est mauvaise. Je la propose. C'est l'Afrique, énergie des peuples, pour le confort des peuples. Et je ne vous quitterai pas sans au préalable avoir une aimable pensée pour nos amis qui n'ont pas pu rejoindre l'équipe, et particulièrement à nos amis et frères du Burkina Faso qui sont retenus pour les raisons que vous savez. Eiffage, pour ceux qui connaissent moins bien, c'est un grand maître d'ouvrage en infrastructure et ouvrages complexes de tout type. Routes, génie civil, ponts, grands bâtiments compliqués, infrastructures terrestres ou maritimes.
y compris le modèle financement. Et ça, c'est probablement ce qu'on connaît moins, et c'est ce qu'on est en train d'essayer de développer pour l'énergie, puisque pour des raisons de difficultés budgétaires dans les États européens, il y a une quinzaine d'années, les grands groupes de construction se sont mis à développer des systèmes où en fait ils assuraient le financement pour que l'État n'ait pas à dépenser d'argent et où ils amortissaient leur investissement d'une façon qu'on va appeler locative au sens large. Tous les modèles existent à peu près, du péage à la location, avec des systèmes mixtes, et je pense qu'on peut encore innover sur le sujet. Donc Eiffage, avec les autres groupes du type de Vinci, fait partie des spécialistes dans ce domaine. Donc l'énergie, on y était déjà beaucoup, puisqu'on est extrêmement impliqué dans tout ce qui est infrastructure nucléaire en France, mais aussi travaux, je dirais, en tant que prestataire sur des ouvrages complexes, sur un certain nombre de centrales, y compris clés en main de petite taille. La stratégie de notre président, et la raison pour laquelle il m'a demandé de développer ce sujet, c'est de penser qu'aujourd'hui, l'énergie est l'avenir du monde et de l'Afrique en particulier. Donc Eiffage, présent dans l'énergie en France, souhaite redévelopper cette présence à l'export, et d'abord en Afrique. Pour des raisons historiques, le groupe étant très présent au Sénégal, il nous a paru assez normal de soutenir cette conférence en travaillant avec Abdou ici pour je dirais, lancer cette nouvelle stratégie. Donc bien sûr, c'est autour de la transition énergétique, même si à la fois en tant qu'acteur économique qui malheureusement doit gagner sa vie à la fin du mois, et pour des raisons pragmatiques, on pense que dans un premier temps, le bon pari est probablement l'hybride, c'est-à-dire de faire du renouvelable avec peut-être à côté du thermique le plus propre possible, puisqu'aujourd'hui l'une des difficultés du renouvelable est dans certains cas, par exemple le soleil, son intermittence, malheureusement il fait nuit quand même la moitié du temps, et dans d'autres cas encore son aspect coûteux en termes d'investissement. Voilà. Après, à titre personnel, je crois, et c'est pour ça que j'ai rejoint le groupe, que c'est si les acteurs économiques et les entreprises se saisissent de ce sujet-là, arrivent à gagner raisonnablement leur vie, qu'on fera vraiment le changement de modèle énergétique au niveau de la planète, et que l'Afrique, qui pour plein de raisons, comme vous le disiez, sera malheureusement la première victime des changements climatiques, peut être un modèle pour le reste du monde dans ce domaine. Nous avons pris l'initiative d'organiser avec Energy Sénégal et le Club Convergence Plurielle une conférence africaine sur le thème environnement et indépendance énergétique, partenariat public-privé pour le développement et la promotion des énergies renouvelables en Afrique. Cette conférence a été possible parce que le président Macky Sall, en sa qualité de président du Conseil d'orientation des présidents et chefs de gouvernement du NEPAD, et en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, a considéré qu'on ne peut pas promouvoir une politique de développement dans nos pays si on ne faisait pas occuper une place majeure et jouer un rôle de premier plan au secteur privé et à la société civile. C'est pourquoi il a décidé de soutenir, de parrainer et de soutenir notre initiative d'organisation de cette conférence pour nous donner l'occasion de construire un discours africain du secteur privé et de la société civile en direction de la COP 21, qui aura lieu au mois de décembre à Paris et qui assurément va marquer un tournant dans la vie de la communauté internationale et dans les politiques énergétiques à l'échelle internationale. Et l'Afrique doit être à ce rendez-vous-là par son engagement, par son savoir-faire, par sa compétitivité, mais surtout aussi par l'engagement de son secteur privé et de sa société civile. Mais en matière de politique environnementale, l'organisation qui aujourd'hui fait référence en Afrique dans ce domaine-là, au titre de la société civile, c'est bien Enda Energy, représenté ici par son directeur, M. Sékou Sarr. Sékou nous a soutenus en mettant son expérience, ses réseaux,
son savoir-faire et son professionnalisme au service de cette activité. C'est l'occasion, lui aussi, de lui dire ce mot avec beaucoup de force. La pertinence du thème qui est retenu au niveau de ces 3 dimensions est à souligner, notamment l'environnement, notamment l'indépendance énergétique et le partenariat public-privé. Sur ce, je tiens à féliciter les initiateurs de cette importante manifestation, à savoir d'énergie et le club Convergence Plurielle. Comme je le dis, le sujet ne pouvait être mieux choisi à l'heure où nous sommes, où ces questions constituent une préoccupation majeure de tous les dirigeants du monde. En témoigne aujourd'hui le nombre de conférences, de forats, de rencontres de toutes sortes qui se tiennent au niveau international, où les experts sont appelés à réfléchir sur ces questions. Je pense que la préservation de l'environnement constitue une préoccupation majeure pour tout le monde, du fait des différentes agressions que notre environnement subit et qui pourraient en arriver à complètement une destruction de notre planète. Donc il est plus que temps que l'on déploie les stratégies, parce que beaucoup de stratégies ont été élaborées à ce niveau-là. Il faudrait donc que l'on passe davantage à la mise en œuvre de ces stratégies afin de préserver notre environnement. L'indépendance énergétique également, c'est un corollaire de cette première question, de cette première problématique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une question aussi débattue partout. La tyrannie aujourd'hui des énergies fossiles devient insupportable. Nous libérer de ce joug, je pense, devient une préoccupation plus qu'impérieuse. La troisième dimension du sujet, c'est le partenariat public-privé. Là également, je pense que c'est une vérité de palissade, c'est de dire qu'aujourd'hui, nos États, surtout africains, ont d'énormes problèmes budgétaires qui font que les stratégies et plans de développement et autres politiques peinent à être déployés si on se tient simplement aux ressources publiques. D'où la pertinence de mettre à profit le privé pour pouvoir financer toutes ces politiques. Donc je pense que je ne vais pas trop m'épancher sur ces questions-là. Chez le conférencier qui nous en parlera et surtout les autres sessions qui vont venir. Ce qui m'amène donc à passer la parole à M. Yves Diego, qui est notre conférencier du jour, ancien ministre français, député de du 3e arrondissement de Paris, vice-président de l'association Énergie pour l'Afrique de M. Jean-Louis Borloo. Je vous passe la parole, M. Yves. Le sujet qui nous rassemble aujourd'hui est le sujet majeur de l'avenir de l'humanité. Et que sans doute jamais dans l'histoire de l'humanité, depuis que l'homme est sur Terre, il n'a eu d'enjeux aussi importants pour son avenir. Je crois qu'il faut qu'on mesure bien que nous vivons dans un monde, et ce 21e siècle est un siècle d'accélération de l'histoire. Et c'est le premier élément qui motive Jean-Louis Borloo et celles et ceux qui l'ont rejoint dans la fondation, c'est que cette accélération de l'histoire met les grands pays, et en particulier l'Afrique, et les grands pays d'Afrique devant le défi de la démographie.
Et personne ne mesure assez, en tout cas pas vu de l'Europe, combien il est extraordinairement complexe pour les pays que vous représentez, les uns et les autres, de faire face à cette croissance démographique gigantesque qui contraint la gestion publique, l'organisation des sociétés pour que tout ceci se fasse dans des conditions qui soient acceptables. Les simples chiffres de la multiplication par 4 ou par 5 en quelques décennies de la population africaine sont une réalité qui vous contraignent et qui mobilisent évidemment les moyens. D'où, face à cette réalité, la réflexion de Jean-Louis Borloo en disant « mais si on veut aider le continent africain à accéder à l'énergie, parce que l'énergie est le préalable de tout. Il n'y a pas de santé sans énergie, il n'y a pas d'éducation sans énergie, je dirais même qu'il n'y a pas de liberté sans énergie. Jean-Louis Borloo dit souvent, et je reprends volontiers ses propos, c'est que l'obscurité et l'obscurantisme ont la même racine. Et que sans lumière, il n'y a pas cette révélation de la liberté qui est nécessaire aux hommes pour vivre dans ce XXIe siècle. Il y a donc dans ce préalable d'accès à l'énergie évidemment un enjeu majeur, et un enjeu majeur sur lequel l'Afrique fait des efforts considérables qu'il faut saluer, mais qui doivent être accélérés et qui peuvent être accélérés pour peu qu'on sache, comme vous le faites aujourd'hui, cher ministre Abdou et cher président de l'association Convergence Plurielle, en mobilisant toutes les forces. Ce n'est pas seulement les gouvernements, ce n'est pas seulement les institutions qui pourront réussir, il faut que ce soit la société, les entreprises, les acteurs civils qui se mettent en mouvement pour y arriver. L'idée de Jean-Louis Borloo, elle est au fond assez simple, elle consiste à dire que quand on regarde l'histoire de l'accès à l'énergie des grands continents du monde, ça ne s'est jamais fait sans un apport public. Aujourd'hui, l'Afrique n'est qu'à 25% d'accès à l'énergie. Il a tiré une idée en disant mais on peut peut-être aider les dirigeants, les acteurs de l'Afrique à faire deux choses. D'abord, à aller mobiliser les sommes nécessaires pour accélérer l'accès à l'énergie de l'Afrique. Et on pense aujourd'hui qu'en quelques années, en 10 ou 15 ans maximum, on peut passer de 25 à 90%, voire 100% d'accès à l'énergie, ce qui est évidemment majeur. Et qu'on peut d'autant plus le faire aujourd'hui, et ce n'est pas Eiffage qui me démentira, que la technologie, qui est aussi une des grandes nouvelles de ce XXIe siècle, la démographie, la technologie sont deux événements majeurs, que la technologie fait que le mode d'accès à l'énergie en réseau complexe, coûteux, est en train d'évoluer et qu'on peut, y compris pour les zones les plus éloignées des centres urbains, permettre un accès à l'énergie différencié. La technologie est là, elle est à nos pieds. Donc l'idée de Jean-Louis Borloo, c'est de dire il faut, pour que ça fonctionne, mobiliser des moyens raisonnables dans un outil partagé, dans un outil géré par l'Afrique, géré par les Africains, qui puisse être la plateforme de mixage des financements et d'accélération des projets. C'est ça son idée. C'est de dire, en gros, on sait que pour accéder à 80 ou 100% d'énergie en ces quelques années que j'évoquais à l'instant, il faut mobiliser 250 milliards. Qu'en gros, sur ces 250 milliards, je parle en euros, sur ces 250 milliards, s'il y avait 50 milliards d'aides publiques, ce serait un levier formidable pour déclencher le reste. Et dans les débats que vous aurez à travers ces conférences, dans l'expertise qui est celle de la société Eiffage, on voit comment effectivement le préfinancement, les concessions permettent de mobiliser l'argent des entreprises, des grandes entreprises, mais il manque toujours la petite part qui est le déclencheur. Et donc l'idée d'énergie pour l'Afrique, c'est à travers une agence gérée par les pays et par les responsables politiques de l'ensemble du continent, accueillir ces financements dans cette agence, en toute transparence, en toute sécurité pour tous, les financements publics, internationaux, européens d'abord, mais internationaux, les financements privés, il y a de grands donateurs dans le monde qui veulent aussi participer à cet effort.
et que cette source de financement rassemblée puisse venir déclencher partout sur le continent les projets. Pourquoi partout sur le continent? Parce qu'il faut évidemment éviter dans les années qui viennent qu'il n'y ait des concurrences qui déséquilibrent encore plus l'Afrique. On voit bien aujourd'hui que les zones, les villes qui ont l'énergie attirent des populations, qu'il y a un déséquilibre territorial qui est terrible pour un certain nombre de lieux en Afrique et qu'il faut faire cet effort massif, collectif et global pour réussir à faire que les populations de tel pays ou de telle contrée le plus éloignée pour accéder à l'énergie n'aient pas qu'une perspective, c'est celle de migrer évidemment. Parce que le déséquilibre, il est terrible. Quand on voit les chiffres mondiaux, quand on sait que la population mondiale, dans sa croissance globale, croît à 45% dans des bidonvilles, on se dit que l'humanité est en train aussi de déséquilibrer son modèle de vie et son modèle d'équilibre territorial à cause de ça. Donc il faut avoir une action globale, il faut avoir un projet qui puisse être partagé par tous les pays, il faut avoir un outil, c'est cette agence que j'évoque à l'instant, qui puisse à la fois stocker les financements et puis avoir le minimum d'expertise pour valider les projets dans des processus simples. Ça me permet, à travers vous et à travers les représentants du gouvernement qui sont là, de le saluer, que le président Macky Sall a été un des moteurs de cette mobilisation des chefs d'État africains sur ce sujet, pour dire oui, il faut cet outil. Il nous faut un outil d'accélération, d'accès au financement pour que l'énergie soit le sujet majeur et prioritaire du développement de l'Afrique. À travers ça, des décisions ont été prises sur le principe de créer cette agence et aujourd'hui nous sommes dans une étape fondatrice. C'est que soit ça reste une belle idée et qu'au fond on reste dans le discours, soit les entreprises, les acteurs, la société civile s'en emparent et ça devient une réalité. Et ça devient une réalité pas dans un an, pas dans 10 ans, parce que je crois que le débat et que le défi des dirigeants d'aujourd'hui, c'est que nous n'avons plus le temps d'attendre. C'est que tout trimestre perdu est un trimestre de recul, de retard, de déséquilibre, qu'il y a une urgence absolue à pouvoir mettre en œuvre les dispositifs et que la perspective des 8 ou 10 ans pour faire exploser l'accès à l'énergie de l'Afrique est une perspective qui doit débuter en janvier 2016 au plus tard. Il y a deux mots qui sont importants fondamentalement dans cette thématique. C'est l'indépendance énergétique, c'est l'innovation en matière de débat énergétique en Afrique, mais c'est aussi le partenariat privé-société civile. Quand on parle de partenariat public-privé, la vocation c'est souvent macro. C'est des types de partenariats entre les grandes institutions étatiques, entre les grandes institutions privées et les États. Aujourd'hui, on s'est rendu compte, en matière d'accès à l'énergie, qu'il faut repenser les choses. Et repenser les choses veut dire qu'il ne faut pas uniquement se limiter en matière de développement énergétique à la mise en place des infrastructures énergétiques, mais aussi penser à la demande. Parce qu'on est dans un contexte de pays pauvres. On peut mettre énormément d'infrastructures énergétiques centralisées, mais au finish, il n'y a pas d'accès. Et c'est ce qu'on a vu dans les pays africains, notamment en milieu rural, où vous avez des villages qui sont couverts par le réseau, mais il n'y a pas d'accès. Le taux d'accès, c'est 8% dans certains pays, dans d'autres, c'est autour, les pays les plus évolués, c'est autour de 15, 20, 30% maximum dans les pays en Afrique subsaharienne. Donc il faut changer l'approche, changer la démarche pour accélérer l'accès, comme vous l'avez si bien dit, pour justement assurer cette transition énergétique qui s'impose dans un contexte de changement climatique. Et c'est pour cela que je tiens à féliciter cette initiative de Jean-Louis Borloo, mais
c'est une initiative additionnelle. Parce que depuis le lancement du C4All, de l'accès à l'énergie durable pour tous à travers le monde, il y a énormément d'initiatives de fonds qui sont lancées. Mais sur la pratique, rien ne se passe sur le terrain. Or, l'urgence, c'est dans l'action. Et cela m'amène à poser deux questions. La première question, c'est le positionnement qu'il a dit par rapport aux aspects institutionnels, ce qui existe déjà. Est-ce que la Fondation vient pour améliorer ce qui existe, pour leur permettre d'être plus efficaces, ou est-ce que c'est pour faire une institution de plus? L'autre question, c'est dans le positionnement, c'est par rapport au départ de l'initiative. Vous avez parlé de Cancun ou d'Urban, quand l'initiative, le débat avait commencé. Aujourd'hui, les pays sont ont signé des contributions prévues, déterminées au niveau national, les CPDN, dans le cadre des changements climatiques. Est-ce que le positionnement de cette initiative va dans le sens pour prendre en charge la problématique de l'énergie posée dans les CPDN des pays? Et une dernière question serait de dire, très simplement, quels sont les 3 types de valeurs ajoutées que vous considérez que la Fondation Borloo amène dans le contexte pour changer réellement le déroulement des choses? Voilà les 3 questions que j'avais, Monsieur le ministre, et je vous remercie très sincèrement de nous avoir donné cette opportunité de partager par rapport à cette initiative. Je vous remercie. On était venu donc vraiment recueillir ou bien être briefé sur les détails de la Fondation Jean-Luc Borloo. Certes qu'à niveau personnel, tout un chacun a des informations, mais peut-être dans la salle, l'information n'était pas homogène. Donc on était venu avec des grandes attentes en nous disant, voici ce que nous avons fait, voici les contrats qu'on a eus avec les États, et voici ce que nous comptons faire. Malheureusement, ce qui est ressorti ici, certes c'est intéressant, mais je vois en tant que privé que c'est dans le général qu'on a campé. Nous, secteur privé sénégalais, pour qu'on puisse aller en partenariat avec vous, ce qui est indispensable et nécessaire, car nous détenons l'aspect socio-économique, sociologique, et pour assurer donc pleinement les installations qui seront faites en Afrique, nous sommes obligés donc de jouer notre part du jeu. Et un développement durable donc s'appuie sur le local. Certes, sur le développement durable s'appuie sur le local, qui doit donc jouer son rôle au niveau donc des conceptions et également au niveau de maintenance. Également au niveau du renforcement des capacités pour tous les acteurs qui participent à la chaîne de valeur de l'éducation. Je veux dire par là les institutions publiques, les agences de financement, les communautés. Donc nous sommes sur le terrain, nous sommes les relais. Donc nous aimerions bien avoir des trucs assez détaillés ou bien précis sur la Fondation Borloo. Comment vous comptez faire pour récolter toute cette manne d'argent? Avez-vous déjà eu des contrats ou bien des accords de principe avec nos États? Donc vraiment, nous souhaiterons avoir des détails sur ça pour qu'on puisse se positionner. Merci beaucoup. Moi, j'ai juste quelques petites questions sur la plateforme. Je pense que globalement, tout le monde apprécie la pertinence qu'il y ait une plateforme qui puisse être une plateforme qui mobilise en fait les financements pour pouvoir garantir le financement de ces investissements qui sont assez lourds. C'est vrai que c'est des investissements qui sont assez lourds parce que pour l'Afrique, ce n'est pas seulement de l'énergie propre, mais c'est avant tout d'abord l'énergie. Ensuite, nous souhaitons qu'elle soit propre, donc c'est vraiment dire des investissements assez conséquents. Je voudrais savoir en réalité quelle place, du point de vue institutionnel, cette plateforme devrait occuper au sein de l'échiquier continental ou international. J'ai eu à lire ça et là quelques interviews de M. Jean-Luc Borloo sur Jeune Afrique et tout. Je n'ai pas encore compris, est-ce que la plateforme sera une institution parallèle à l'Union africaine parce qu'elle se veut continentale, ou elle sera une agence de développement au même titre que la Banque africaine de développement,
à ce niveau, je pense qu'il y a des questions personnelles que j'ai. Je pense que ce serait intéressant qu'on puisse voir un peu quelle place cette plateforme pourra occuper. Également, la plateforme sera une plateforme donc, qui accueille des financements, mais donc ce sera une structure qui va faciliter le financement des investissements dans différents pays, où la plateforme elle-même va mettre en place un programme continental qu'elle va elle-même essayer de dérouler en rapport avec les pays. Je pense qu'il y a également des questions intéressantes. C'est vrai qu'il y a des initiatives à l'échelle continentale pour renforcer l'accès à l'énergie dans les pays, tels que, par exemple, le financement des grands barrages d'Inga, tout le monde en parle. On se dit que c'est quelque chose qui pourrait, en tout cas, renforcer l'autonomisation de l'électricité, en tout cas de l'accès à l'électricité dans certains pays, particulièrement d'Afrique centrale et australe, et même peut-être une partie de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que l'agence sera à ce niveau, vraiment, elle va définir ensemble avec les pays africains un programme spécial qu'elle va essayer de financer, ou l'agence sera juste une institution de développement qui va financer un programme soumis par un pays souverain, mais un programme que l'agence jugerait acceptable et pertinent? Je pense que c'est des questions intéressantes également que nous souhaitons, sur lesquelles nous souhaitons avoir des informations. Il y a souvent, en fait, il y a également que l'agence, de par l'exposé que j'ai entendu, a mis l'accent sur le financement des infrastructures. Je pense qu'il ne faudrait pas perdre de vue également, vraiment, je dirais, la maîtrise technologique. Je pense que ce serait intéressant. Je ne sais pas si c'est déjà le cas, parce que peut-être que la conférence a été orale, on n'a pas un document qui nous semble relativement exhaustif pour nous permettre de savoir si c'est le cas ou pas. Mais que serait intéressant également que l'agence s'intéresse à ces questions de maîtrise technologique, de renforcement de capacité, parce qu'en réalité, je pense que c'est toute une chaîne en fait pour l'Afrique. C'est toute une chaîne. Et j'ose espérer que les financements de programmes d'accès à l'énergie propre seront au moins beaucoup plus, en tout cas, beaucoup plus accessibles, beaucoup plus encouragés que les financements juste d'énergie thermique, parce que je sais que, bon, a priori, les pays, bon, d'abord c'est une question d'accès, mais je pense que l'agence aurait vraiment intérêt à mettre également un bonus-malus, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur les énergies propres, en fait. Et je vous remercie. Merci.